Bien le bonjour messieurs dames, dans cette vidéo, je vais vous parler de la peau de manière express. Donc, on est parti. La peau, c'est le plus grand organe du corps humain. Pourquoi un organe? Parce qu'évidemment, il est composé de plusieurs tissus. Je vous présente ici, sur le petit schéma qui suit, les deux principales sections donc, de la peau. J'ai nommé juste ici l'épiderme, donc la partie beige sur le dessus, l'épiderme, et juste en dessous, on a le derme. Juste ici, vous avez en jaune l'hypoderme. Pourquoi en jaune? Ben parce que c'est la couleur que j'avais. Et aussi, il faut expliquer que l'hypoderme, c'est surtout fait de couches graisseuses. Couche graisseuse qui va se retrouver juste par-dessus le tissu conjonctif qui recouvre les muscles. Donc, si j'avais dessiné plus profondément, ben, j'aurais vu d'autres tissus conjonctifs et donc les muscles juste en dessous. Donc, on va traiter de ces deux parties-là. Pourquoi? Parce que l'hypoderme ne fait pas partie de la peau. Donc, l'épiderme et le derme sont les seules structures qui font partie intégrante de la peau. Donc, on va y aller une après l'autre. Je vais commencer avec l'épiderme, donc la partie supérieure. L'épiderme, elle est constituée de 4 à 5 couches. Donc, des couches de cellules qui sont une par-dessus l'autre. La couche la plus basse, on l'appelle la couche basale. Donc, couche basale de cellules. Cette couche-là, c'est la couche de cellules qui subit la mitose. Donc, ces cellules-là vont se diviser à maintes et maintes reprises et les cellules vont ensuite être expulsées tranquillement vers le dessus, donc vers l'extérieur, si vous voulez. À l'extrémité, vous avez des cellules mortes. Donc, sinon, plus elles vont grimper, donc dans la peau, plus elles vont finir par manquer de nutriments, donc finir juste par mourir et faire une couche en fait kératinisée. La kératine, c'est une protéine qui donne du support à différentes structures. La kératine, c'est la principale protéine qui forme entre autres les poils, mais également les ongles. Voilà. Donc, puisqu'il y a une mitose qui se poursuit continuellement, mais l'épiderme, c'est une couche de peau qui est continuellement renouvelée. D'ailleurs, la plupart de la poussière dans votre maison vient probablement de vos cellules mortes. L'épiderme, si on va plus en détail, est fait de deux types de cellules, c'est-à-dire les kératinocytes à environ 90% et les mélanocytes qui font à peu près le reste. Les kératinocytes, donc, ce sont ces cellules qui vont produire la kératine, donc cette protéine plutôt résistante. Et vous avez finalement les mélanocytes qui vont former la mélanine. Alors, on s'appelle que cyte, ça veut dire cellule. La mélanine, c'est quoi? Ben, c'est un pigment qui est brun-noir et qui va entre autres servir de protection contre les rayons ultraviolets. Ça, on va y revenir. La mélanine, ce qui donne la couleur à votre peau, à vos poils ainsi qu'à vos yeux. Quelqu'un qui a beaucoup de mélanine va avoir une peau beaucoup plus foncée et quelqu'un qui en a très peu, évidemment, une peau beaucoup plus pâle. Allons-y maintenant avec le derme, donc cette structure qui est beaucoup plus riche en structure. Vous allez remarquer juste ici, donc avec les éléments bleus et rouges, que seul le derme est vascularisé. Donc seul le derme a des vaisseaux sanguins. Comment est-ce que les cellules donc de l'épiderme, la partie beige, comment elles peuvent avoir leurs nutriments? Bien, par simple diffusion. Donc les nutriments vont diffuser à partir des vaisseaux sanguins, des artérioles, des capillaires, et les nutriments vont tout simplement donc être capables de migrer par diffusion vers les cellules de l'épiderme. Donc, allons voir les différentes structures qu'on retrouve dans le derme. On va commencer avec les papilles dermiques. Que sont les papilles? Ce sont les structures que vous allez voir juste ici. Donc, des espèces de bosses que vous avez juste là. Donc, ce sont les papilles dermiques. Elles contiennent entre autres des capillaires sanguins. Donc, c'est par là que justement le O2, le dioxygène et le nutriment vont pouvoir se rendre jusqu'aux cellules de l'épiderme. Et leurs formes vont aussi conférer un motif à la peau, motif qui va devenir notamment les empreintes digitales. Ensuite, on trouve des follicules pileux. Donc, que sont les follicules pileux? Oups. Juste ici sur mon dessin. Mais les follicules pileux, c'est ça ici. Ça, c'est un follicule pileux. Ça, c'est un follicule pileux.
Donc les follicules pileux, en gros, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça qui va pouvoir fabriquer les poils. Bon, c'est un peu complexe, je vais vous mettre un peu plus simple. En réalité, donc, on va retrouver la racine des poils à la base. C'est par là que le poil va grandir, par apposition de cellules. Ces cellules-là vont finir par mourir, donc une cellule par-dessus l'autre. Et finalement, le poil va être pratiquement que des protéines, surtout de la kératine. Dans le follicule pileux aussi, à la base, on va trouver des mélanocytes, donc qui vont produire de la mélanine. Et ce pigment-là va se retrouver dans tes poils. Ensuite, regardez, rattaché juste au poil ici, vous avez ceci que l'on appelle les muscles horripilateurs ou muscles arrecteurs du poil. Chaque poil a son propre muscle, ce qui va vous donner la chair de poule. La chair de poule qui est un réflexe ancestral, en ce sens que lorsque vous étiez, enfin pas vous, mais vos ancêtres, avaient la chair de poule, c'était pour hérisser les poils. Ça avait quel but? Mais entre autres de causer une espèce de couche d'isolation thermique, donc pour limiter les pertes de chaleur lorsqu'évidemment il faisait froid dans le milieu ambiant. C'était aussi un signe de communication, un signe notamment de stress. Donc lorsque vous avez peur, par exemple, vous pouvez avoir la chair de poule. Encore là, c'est un réflexe ancestral. Par exemple, pensez à votre chat qui a les poils hérissés, ben, c'est un peu le même phénomène. Continuons ensuite avec des glandes. Commencez avec les glandes sudoripares. Donc ça ici, ça c'est une glande sudoripare. Les glandes sudoripares, elles servent à quoi? Ben, les glandes sudoripares sont les glandes qui produisent la sueur. Il y en a deux types, je n'en manquerai pas là-dedans, mais juste que vous le sachiez. Les glandes sudoripares, ce qu'elles vont faire, donc deux rôles. Premièrement, c'est de l'excrétion. Donc qu'est-ce qu'elles vont excréter? Elles vont excréter de l'urée. Elles vont excréter également de l'acide urique. Elles vont excréter de l'ammoniac. Elles vont sécréter un excédent de sels minéraux. Et bien entendu, elles vont excréter de l'eau. À proprement parler, la sueur, c'est pratiquement identique à de l'urine diluée, si vous voulez. Donc, à quoi ça sert? Donc, excrétion de déchets, mais aussi thermorégulation. Pourquoi? Parce que lorsque vous suez, imaginez que ça c'est l'épiderme, lorsque vous suez, voici des gouttes d'eau. Pour que les gouttes d'eau puissent s'évaporer, qu'est-ce que les gouttes d'eau vont faire? Elles vont absorber de la chaleur qui provient du corps. En absorbant de la chaleur, elles vont finir par s'évaporer. Donc, si vous voulez, quittant votre corps avec un excédent de chaleur, donc vous allez perdre de la chaleur par l'évaporation de la sueur. Parlons maintenant de... Oh boy, c'est plus facile à voir, mais juste ici, vous avez, j'en montre ici et ici, les glandes sébacées. Les glandes sébacées, elles vont produire le sébum. Le sébum, qu'est-ce que c'est? C'est une substance huileuse, si vous voulez, donc entre autres fait de lipides, qui va avoir plusieurs rôles, notamment d'hydrater le poil, de l'imperméabiliser pour diminuer les cassures, si vous voulez, du poil, mais ça peut aussi avoir un impact sur la peau, donc la peau va subir donc avoir une couche de sébum par-dessus. Va servir à quoi? Ben, servir à limiter l'évaporation excessive. Donc, pour pas que vous déshydratiez finalement par la peau. Donc, le sébum va jouer un rôle associé donc à ça. Le sébum a aussi un rôle antibiotique. Donc, il va entre autres pouvoir diminuer la prolifération de bactéries. Finalement, dans la peau, on va retrouver des récepteurs sensoriels. Donc, bon là, je vais éviter de mettre ça sur mon dessin ici de la peau, fait que je vais aller juste ici. On trouve plusieurs types de récepteurs sensoriels. Je vous en présente 3 juste ici. Celui-ci, c'est le corpuscule de Meissner. Ce que vous voyez là, c'est une dendrite qui est encapsulée. Les corpuscules de Meissner, donc, est un mécanorécepteur, un type de cellule, donc, de neurones, finalement, sensorielles. Elles, puisqu'elles ont une seule membrane dans leur capsule, elles vont réagir à la pression délicate. Un moustique qui va sur votre bras, vous flatter de la ouate, des trucs comme ça. Donc, la pression délicate, ce sont ces corpuscules-là qui vont être excités, stimulés. Les corpuscules de Pacini, ce sont, juste ici, ce sont des corpuscules, vous voyez, il y a plusieurs membranes, donc pour pouvoir les activer, ça prend une pression plus importante. Donc, par exemple, le fait d'appuyer assez fortement sur mon crayon pour le tenir, ben, je vais emmener une pression plus grande.
Donc, c'est les corpuscules de Pacini ou corpuscules lamellaires, c'est leur autre nom, qui vont être activés. Donc, ces deux-là sont associés au toucher, ce sont des mécanorécepteurs. Lorsqu'il n'y a pas de capsule, donc autour des dendrites, vous allez avoir en fait des thermorécepteurs qui sont faits un peu comme ça, donc des terminaisons libres. Thermorécepteurs qui détectent les changements de température. Et les nocicepteurs sont faits de la même façon, ceux qui sont associés à la douleur. Quels sont donc, si on fait un petit sommaire des différents rôles, donc on a parlé de thermorégulation. On pourrait aussi parler par rapport à la thermorégulation de la présence de capillaires sanguins. Lorsque vous avez très chaud, vos capillaires sanguins vont se dilater pour accentuer cet échange donc de perte finalement énergétique. Synthèse de vitamine D. Donc, vous avez du cholestérol qui se promène dans votre sang, dans les vaisseaux sanguins, en contact avec la lumière, surtout les rayons ultraviolets. On va pouvoir synthétiser de la vitamine D. Attention, quelques minutes suffisent. Et en passant de la vitamine D, il en existe deux types, D2 et D3. Vous pouvez aussi acheter de la vitamine D dans votre alimentation. Donc, pas besoin de passer des heures au soleil pour avoir votre dose de vitamine D. Protection contre les agents extérieurs, micro-organismes notamment. Vous allez pouvoir être protégé notamment par la présence du sébum. C'est également une barrière physique, la peau, contre ce passage. Sensation cutanée, on a parlé, donc le toucher, imperméabilité. Donc, votre peau va vous protéger contre la pénétration de liquide, mais va aussi, grâce au sébum, empêcher la déshydratation, l'évaporation excessive. Protection contre les ultraviolets par la présence de mélanine. Absorption de médicaments. Pensez par exemple à quelqu'un qui tente d'arrêter de fumer. Timbre de nicotine. Donc la nicotine va passer dans son sang, mais le timbre est sur la peau. Donc la peau va l'absorber. Même chose pour les timbres contraceptifs, par exemple. C'est un réservoir de sang également, la peau. Il y a peut-être un 15 à 20% du sang qui se trouve dans la peau en tout temps. Donc bon réservoir de sang. Excrétion, j'en ai déjà parlé également, du fait des glandes sudoripares. Donc, ils vont excréter de l'urée, de l'acide urique, sels minéraux et autres. J'ai mis ici énergie aussi. Bon, c'est plus assez à l'hypoderme, mais bon, comme c'était à proximité, je vais quand même discuter un petit peu du rôle-là. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser.